Et si cette fois, l'Afrique refusait d'attendre encore une aide extérieure? Imaginez, sous la surface familière de l'actualité en Afrique de l'Ouest, une révolution muette s'esquisse, presque invisible. Ce n'est ni un coup d'État, ni un cri lancé à la foule, mais un rapprochement prudent, discret, prêt à tout bouleverser. Prenez un instant pour vous souvenir de l'atmosphère qui régnait il y a seulement quelques années. Les grandes puissances étrangères, qu'il s'agisse de la France, des États-Unis, de la Russie ou de la Chine, semblaient détenir toutes les clés de la sécurité sur le continent africain. Les accords de défense, les bases militaires, les missions de formation, tout convergeait vers une même idée, celle d'une Afrique placée sous la tutelle de forces extérieures, prisonnière d'un modèle hérité de la colonisation. Mais aujourd'hui, quelque chose change. Le Nigeria et le Mali, deux géants longtemps opposés, se retrouvent soudain côte à côte. Au sommet Burmax de l'an 2025, les regards se sont croisés, les mains serrées. Une alliance inattendue, forgée par des Africains, sur le sol africain, sans intermédiaire extérieur, du jamais vu depuis bien des décennies. Ce moment n'était pas qu'un geste symbolique, c'était l'acte de naissance d'une stratégie nouvelle, pensée par et pour l'Afrique. Derrière les discours officiels, derrière les défilés de drones et de blindés brûlés par le soleil du Sahel, une certitude s'impose. La défense du continent ne peut plus dépendre de Paris, de Washington ou de Moscou. Désormais, les capitales africaines veulent écrire leur propre destin. Ce souffle nouveau se cristallise autour d'une figure singulière, Ibrahim Traoré. Même absent du centre du sommet, son influence plane, discrète mais indéniable. Il symbolise une Afrique qui refuse la tutelle, qui affirme sa souveraineté, qui ose prendre sa sécurité en main. Si l'on revient en arrière, on se rend compte à quel point ce changement est profond. Il suffit de se souvenir de l'opération Serval, lancée par la France en 2013 pour repousser les groupes djihadistes au Mali. À l'époque, l'intervention étrangère était saluée comme le dernier espoir face à l'effondrement de l'État malien. Pourtant, 10 ans plus tard, cette dépendance est devenue source de frustration et de ressentiment. Les populations locales ont vu défiler les casques bleus, les colonnes de véhicules blindés et les avions de chasse étrangers, sans que la paix ne s'installe durablement. Mais ce rapprochement ne se limite pas à des mots ou à des sourires. Il y a une urgence, réinventer la sécurité du Sahel, protéger des millions de vies, empêcher la région de redevenir le terrain de jeu des puissances extérieures. Car si ce pari échoue, les conséquences seront brutales. Retour à la dépendance, à l'instabilité, à la violence. Alors la question s'impose. Cette alliance du Nigeria et du Mali peut-elle vraiment changer la donne? Ou n'est-ce qu'une parenthèse vite refermée sur le long chemin de l'autonomie? Pour comprendre comment ce partenariat a pu émerger, il faut revenir sur les failles du système sécuritaire et les frustrations accumulées par les dirigeants ouest-africains. Comment en est-on arrivé à ce point de bascule? Pourquoi ce rapprochement aujourd'hui? Et pourquoi entre ces deux géants que sont le Nigeria et le Mali? Pour en comprendre l'importance, il faut remonter à l'histoire singulière du Sahel, une région longtemps perçue comme morcelée, vulnérable et surtout dépendante des forces venues d'ailleurs. Pendant plus d'un demi-siècle, la domination militaire occidentale, en particulier française, paraissait indétrônable sur toute la bande sahélienne. Regardons par exemple la période post-coloniale. Après l'indépendance, de nombreux pays africains ont signé des accords de défense avec leurs anciens colonisateurs. Le Mali, le Niger, le Burkina Faso et d'autres États ont accueilli des bases militaires étrangères, espérant garantir leur sécurité et leur développement. Mais en réalité, cette présence a souvent freiné l'émergence d'une défense locale autonome. Les budgets militaires restaient indépendants des financements extérieurs, les formations étaient assurées par des instructeurs étrangers et les stratégies étaient conçues à Paris ou à Washington, rarement à Bamako ou à Abuja. Mais cette façade s'est lentement fissurée sous l'impact de crises successives. Les coups d'État se sont succédés, les troupes étrangères ont quitté la région l'une après l'autre, et la montée du terrorisme a plongé des millions de vies dans l'incertitude. Soudain, les États du Sahel, longtemps considérés comme de simples spectateurs, se sont retrouvés face à une urgence. Inventer un nouveau modèle, car la menace ne respectait plus aucune frontière. C'est dans ce contexte explosif qu'un symbole fort est apparu, la visite officielle du Nigeria à Bamako. Loin d'un simple protocole, l'accueil chaleureux réservé par les autorités maliennes a envoyé un signal sans équivoque. Il ne s'agissait plus d'un partenaire extérieur, mais d'un allié, d'un frère d'armes prêt à partager le même destin. Ce geste de fraternité a marqué un tournant dans la perception que ces deux nations ont d'elles-mêmes, et surtout de leur avenir commun. Derrière cette rencontre, une doctrine s'affirme et se propage. L'Afrique sécurise l'Afrique.
Popularisée par le Burkina Faso d'Ibrahim Traoré, cette idée s'est imposée comme un véritable mot d'ordre régional. La sécurité du continent ne peut plus être sous-traitée. Elle doit désormais naître de la solidarité et de la capacité d'innovation africaine. Prenons l'exemple du Rwanda après le génocide de 1994. Plutôt que de s'en remettre totalement à la communauté internationale, le pays a choisi de reconstruire ses forces de sécurité de l'intérieur, formant ses propres agents, développant ses propres doctrines et investissant dans des technologies adaptées à ses besoins. Ce modèle inspire aujourd'hui de nombreux dirigeants africains, convaincus que la sécurité durable ne peut venir que de l'intérieur. Un événement cristallise cette nouvelle dynamique. Burmax 2025, le tout premier salon international de la défense et de la sécurité organisé à Bamako. Sous le soleil du Sahel, des véhicules blindés assemblés localement, des drones de surveillance et des ingénieurs africains exposant leurs inventions donnaient le ton. Pour la première fois, une industrie de défense authentiquement africaine semblait prendre forme, loin de la tutelle des anciennes puissances. Pour illustrer ce changement, rappelons les expositions passées, où la majorité des équipements militaires provenaient côté d'Europe ou d'Asie. Cette fois, des entreprises maliennes, nigérianes, burkinabées et ivoiriennes présentaient en leurs propres solutions. Blindés légers, systèmes de détection adaptés au terrain sahélien, applications mobiles de surveillance communautaire. Les visiteurs étrangers, eux-mêmes, exprimaient leur surprise devant ce saut technologique. Un exposant nigérian affirmait même « Aujourd'hui, nous ne sommes plus de simples consommateurs, nous sommes devenus concepteurs ». Ce basculement reste cependant fragile. Si l'Afrique ne saisit pas cette occasion, elle risque de rester prisonnière de solutions importées, perpétuant l'instabilité et compromettant son indépendance. L'enjeu est colossal. Il concerne la vie, la sécurité, la souveraineté et la place même des peuples africains sur l'échiquier mondial. Pour comprendre la portée de cet enjeu, pensons à l'échec de la force multinationale mixte contre Boko Haram, où le manque de coordination entre les armées du Nigeria, du Tchad et du Niger a permis au groupe terroriste de se réorganiser à plusieurs reprises. À l'inverse, la récente collaboration entre le Mali et le Burkina Faso pour sécuriser leurs frontières communes a permis de réduire le nombre d'attaques de moitié en moins d'un an. Voilà la preuve concrète que l'Union régionale peut produire des résultats tangibles. Mais au-delà des symboles, l'urgence s'impose. La menace qui plane sur le Sahel ne cesse de croître, et la coopération entre le Nigeria et le Mali n'est plus un simple choix. C'est une nécessité vitale pour la survie régionale. Le décor est donc posé, un tournant décisif s'amorce, mais tout reste à jouer. Comment cette alliance va-t-elle concrètement changer l'équilibre des forces au Sahel ? Quand la survie cesse d'être un défi solitaire pour devenir une urgence collective, jusqu'où sont-ils prêts à aller pour ne pas tomber ? À Bamako, sous la chaleur d'un matin tendu, l'espoir se mêle à l'appréhension. Le général Maïga reçoit Mohamed Badarou, ministre nigérian de la Défense. Ce qui devait être une simple réunion protocolaire prend vite des allures de conseil de guerre. Loin des caméras, les deux hommes franchissent une ligne inédite. Ils nouent un pacte. Plus qu'une alliance, c'est une fusion stratégique. Renseignements partagés en temps réel, opérations coordonnées, technologies échangées, surveillance des frontières, drones, outils de traçage. Désormais, la lutte contre l'extrémisme s'organise à deux cerveaux, deux armées, une seule volonté. Un constat s'impose. Le sort du Nigeria et celui du Mali sont désormais imbriqués. Chuter seul, c'est entraîner l'autre dans la chute. Protéger Bamako, c'est défendre Abuja. Cette fusion rompt brutalement avec des décennies de méfiance et d'isolement régional. Le choc pour les observateurs est immense. Le Nigeria, longtemps perçu comme la forteresse stable capable de se tenir à l'écart, abolit les frontières de l'indifférence. Il reconnaît que la ligne entre ordre et chaos ne sépare plus les États, mais traverse toute la région. Le Mali, lui, sort de son isolement et retrouve un rôle central, après des années de marginalisation par les grandes puissances. Souvenons-nous, il y a seulement 5 ans, le Nigeria hésitait encore à s'impliquer directement dans la guerre au Sahel, craignant d'être aspiré dans un conflit sans fin. Mais la multiplication des attaques terroristes dans ses propres États du Nord a fait évoluer la doctrine militaire nigériane. Désormais, la sécurité du voisin devient aussi une question de survie nationale. Les premières répercussions sont immédiates. Les réseaux extrémistes, habitués à exploiter chaque faille, se réorganisent. Les trafics d'armes et de combattants bifurquent. Surpris par cette synergie inattendue, les groupes criminels s'agitent, cherchent de nouveaux alliés, mais voient peu à peu leur marge de manœuvre se rétrécir. Prenez l'exemple du corridor transfrontalier entre le nord du Mali et le nord-est du Nigeria,
longtemps surnommée l'autoroute des Kalachnikov. Depuis l'intensification de la coopération, les interceptions d'armes et de munitions ont augmenté de 60%, selon les chiffres du Centre régional de sécurité sahélienne. D'anciens chefs de milice, capturés lors d'opérations conjointes, ont même admis que la nouvelle coordination rendait impossible toute infiltration sans être repérée. La secousse géopolitique ne s'arrête pas là. À Washington, Paris, Moscou, Pékin, les chancelleries observent, perplexes. Une sécurité africaine construite sans tuteur vient bouleverser des décennies d'influence étrangère. Les anciens arbitres deviennent spectateurs, parfois même outsiders, sur leur propre terrain de jeu. Le risque est colossal. Un succès, et le Sahel pourrait sauver des milliers de vies, reprendre le contrôle de ses ressources et de son avenir. Un échec, et c'est une nouvelle vague de chaos, d'exode, la perte d'une souveraineté déjà fragile. Pour les populations du Mali, du Nigeria et au-delà, ce pacte signé à Bamako ne ressemble à aucun autre. C'est une affaire de survie, de dignité retrouvée, d'émancipation. Les demi-mesures appartiennent au passé. Mais toute alliance attire son lot de menaces. Déjà, les premiers signes de riposte émergent dans l'ombre. Dans ce nouvel équilibre instable, chaque action devient un test. Qui osera défier l'alliance et jusqu'où la riposte pourra-t-elle aller ? À quoi ressemblerait l'Afrique de l'Ouest si ce pacte tient bon ou s'il vole en éclats ? Les rues résonnent d'un mélange inédit d'espoir et d'inquiétude. À Bamako, à Abuja, des foules se rassemblent parfois pour célébrer ce qu'elles voient comme un sursaut d'orgueil national. Mais d'autres, plus discrètes, murmurent leurs craintes. Et si l'Alliance attisait de nouvelles menaces ? Partout, la conversation change, des marchés bruissants aux salles de classe, jusque dans l'intimité des familles. Beaucoup rêvent enfin d'une sécurité retrouvée, d'un quotidien affranchi de la peur. Pourtant, cette attente est traversée d'une nervosité sourde. Personne n'ignore le spectre de représailles, d'attentats ou d'embargo brutal. L'espoir se mêle à la peur, la fierté flirte avec la vigilance. Du côté des grandes institutions régionales, le choc est immédiat. La Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, et l'Union africaine font face à un dilemme, s'adapter ou risquer l'isolement. Leur mécanisme, longtemps modelé par des équilibres imposés de l'extérieur, chancelle. Comment garder leur légitimité alors que les règles du jeu paraissent soudain réécrites par Bamako et Abuja ? À Paris, Washington, Moscou, Pékin, la stupeur domine. Pour la France, Chakaz et Doukrans et Kra-Gené fendent chaque avancée de ce nouvel axe africain, grignotent un peu plus son influence historique. Les États-Unis observent, oscillant entre engagement accru et retrait prudent. Moscou et Pékin flairent des opportunités, mais doivent désormais composer avec une Afrique qui refuse tout joug. Dans chacune de ces capitales, les calculs sont remis à zéro entre menaces à peine voilées et promesses de partenariat. Le climat se tend. Les groupes extrémistes, sentant le sol se dérober, pourraient répondre par une flambée de violence. Les réseaux criminels, pris de court, cherchent déjà de nouveaux circuits pour survivre ou s'infiltrer dans la brèche. À l'intérieur même du Mali et du Nigeria, les fractures politiques s'aggravent. Certains redoutent un saut dans l'inconnu, d'autres voient là la seule chance de s'affirmer. Jamais les risques d'ingérence, de sabotage discret ou de manipulation n'ont paru si élevés. La situation rappelle, à bien des égards, celle de l'Algérie à la veille de la guerre d'indépendance. À l'époque, chaque avancée du mouvement nationaliste déclenchait des contre-attaques, économiques, politiques, parfois violentes, de la part des puissances coloniales. Aujourd'hui, le Mali et le Nigeria avancent sur un terrain tout aussi miné, où chaque décision stratégique peut provoquer une réaction en chaîne. Au fond, la paix, la cohésion régionale, la crédibilité des autorités africaines et la vie de dizaines de millions de civils tiennent à un fil. Tout dépendra de la capacité des dirigeants à résister aux pressions venues d'ailleurs, à préserver l'unité, à empêcher l'alliance de se briser sous le feu croisé des intérêts rivaux. Mais les heures à venir seront décisives. Au cœur de la tempête, un choix s'impose, céder à la peur ou oser réécrire l'histoire. Comment transformer cet élan inédit en victoire durable pour l'ensemble du continent africain ? Voilà la question cruciale, car la véritable bataille se joue désormais dans la réalité quotidienne, loin des seuls symboles, sur le terrain exigeant de l'action et de la vigilance partagée. Première leçon. L'unité face aux menaces globales. La sécurité ne se délègue à personne. Si le Nigeria et le Mali ont su coordonner leur stratégie, c'est parce qu'ils ont admis que le sort de chacun dépend de l'autre. Cette solidarité active doit devenir un modèle pour tous les États africains.
Prenons exemple sur la communauté de développement de l'Afrique australe, SADC, qui a su unir ses forces pour mettre fin à la guerre civile au Mozambique dans les années 90. Ce succès régional montre qu'une action collective, bien conçue et portée par une volonté politique forte, peut vaincre même les menaces les plus enracinées. Vient ensuite la souveraineté qui ne se conquiert qu'avec courage. Refuser la dépendance, choisir de bâtir ensemble, c'est accepter le risque de l'isolement ou de la confrontation avec d'anciens partenaires, mais c'est aussi la seule voie pour faire entendre une voix africaine authentique sur la scène mondiale. Pourtant, la sécurité ne s'arrête pas aux blindés ni aux drones. Intégrer l'aide sociale et humanitaire dans la stratégie est vital. Les populations doivent percevoir que leur quotidien compte autant que les lignes de front. Répondre aux besoins fondamentaux, éducation, santé, justice, prive les groupes extrémistes du terreau de la misère et du désespoir. Un autre défi majeur, garder l'équilibre dans les alliances. L'histoire africaine regorge d'exemples où un allié trop puissant impose son agenda. L'autonomie doit s'accompagner de prudence et d'une vigilance continue. C'est là que chaque citoyen, chaque voix devient indispensable. Maintenir la pression sur les gouvernements, exiger la transparence, refuser les compromis douteux, c'est la responsabilité de tous. Sans implication populaire, même les meilleures réformes risquent de s'étioler au fil du temps. Regardons l'exemple du mouvement Y en a marre au Sénégal, qui par la mobilisation citoyenne a pu influencer les politiques publiques et renforcer la redevabilité des dirigeants. Ce type d'initiative, reproduit à l'échelle de la sécurité régionale, pourrait transformer la relation entre gouvernants et gouvernés. Le prix de l'échec n'a rien d'abstrait. C'est le retour au chaos, la perte de vie, la disparition d'une génération d'espoir. Mais si le modèle Nigeria-Mali tient ses promesses, il peut devenir la source d'inspiration d'une Afrique qui se réapproprie son destin. La dynamique enclenchée aujourd'hui n'est pas un feu de paille, mais elle exige lucidité, courage et engagement à chaque niveau. Chacun a tout à perdre ou à gagner dans cette nouvelle ère où la souveraineté africaine se joue sur le fil. Mais l'alliance n'est qu'à ses débuts, et les défis à venir pourraient ébranler ses fondations. Jusqu'où cette dynamique peut-elle aller et qui cherchera à la freiner ? On peut imaginer plusieurs scénarios pour les années à venir. Dans le meilleur des cas, l'Alliance inspire d'autres pays et bientôt une grande coalition sahélienne voit le jour, mutualisant ressources, renseignements et innovations. Des centres de formation conjoints émergent, des budgets de défense sont consolidés et la région parvient enfin à repousser durablement les menaces. Des jeunes ingénieurs maliens partent se former à Abuja, tandis que des experts nigérians viennent partager leurs compétences auprès des forces spéciales burkinabées. Dans le pire des cas, des ingérences extérieures parviennent à diviser les alliés. Des campagnes de désinformation sèment la méfiance, des groupes armés sont instrumentalisés pour déstabiliser l'alliance et la fragilité institutionnelle reprend le dessus. Les anciens réflexes de dépendance refont surface et la région s'enfonce dans une nouvelle spirale de violence. L'histoire ne ralentit pas. Dans le Sahel en éveil, qui sera perdant ? La question traverse désormais les frontières du continent, portée par l'écho d'un choix inédit. Ce que nous venons de suivre n'est pas un simple épisode pour le Mali, le Nigeria ou l'Afrique de l'Ouest. C'est un séisme silencieux qui fracture les anciens équilibres, un acte de souveraineté là où l'on n'attendait que dépendance. Pendant des décennies, l'Afrique de l'Ouest a été soumise à des ingérences, des plans de sauvetage, des conseils dictés depuis l'extérieur. Pourtant, une génération nouvelle refuse d'être spectatrice. Elle agit, elle invente, elle s'impose. L'alliance entre le Mali et le Nigeria dévoile une Afrique qui n'attend plus. Elle construit sa sécurité sur sa terre avec ses mots. Ce basculement dépasse le simple jeu régional. Il lance un défi aux grandes puissances, à tous ceux qui comptaient sur la faiblesse africaine pour garder la main. Que se passerait-il si l'Afrique osait vraiment s'unir ? Ce réveil porte autant d'espoir que de péril. Pour chaque dirigeant, chaque citoyen, l'enjeu est immense. Manquer ce virage, c'est risquer de voir l'avenir s'effacer, non seulement pour le Sahel, mais pour tout le continent. Ne pas saisir le sens de cette rupture, c'est risquer de rester simple spectateur alors que l'un des plus grands tournants du siècle se joue sous nos yeux. Demain, qui aura le plus à craindre de cette souveraineté retrouvée ? Les capitales étrangères longtemps habituées à donner le ton, ou les voisins africains qui hésitent encore à franchir le pas ? Ce mouvement n'est ni simple ni assuré. Les résistances de Mda sont puissantes, chaque progrès attire son lot de menaces. Mais une certitude s'impose, le Sahel ne sera plus jamais le même. L'Afrique invente une nouvelle façon d'exister et le monde doit l'entendre. La suite dépend de chacun. Qui aura le courage d'accompagner ce réveil ? Qui cherchera à l'entraver ?
et qui, à force d'hésiter, risquera de se réveiller trop tard. Pour que cette dynamique perdure, plusieurs étapes concrètes doivent être franchies. Premièrement, investir massivement dans l'éducation et la formation technique. Un ingénieur formé à Bamako ou à Abuja aujourd'hui, c'est un poste de commandement sécurisé demain. Deuxièmement, encourager les échanges de jeunes, les stages croisés, la création d'incubateurs régionaux spécialisés dans les technologies de sécurité. Troisièmement, renforcer les médias indépendants et la société civile pour surveiller, alerter, dénoncer toute dérive autoritaire ou corruption dans la gestion de la sécurité. Quatrièmement, multiplier les exercices militaires conjoints et les simulations de crise entre toutes les armées d'Afrique de l'Ouest afin de bâtir une culture de confiance et de réactivité. Enfin, ouvrir ce processus à la diaspora africaine qui regorge de compétences et de ressources financières. Plusieurs pays, comme l'Éthiopie ou le Ghana, ont déjà prouvé qu'un appel à la diaspora pouvait générer des fonds, des idées et des partenariats décisifs pour accélérer la transformation nationale. Ce sont là des étapes concrètes, à la portée de chaque État, de chaque citoyen, pour que le sursaut d'aujourd'hui devienne le socle d'une Afrique souveraine demain. La question n'est plus « l'Afrique peut-elle ?», mais bien « qui osera s'engager pleinement sur ce chemin ?» Car chaque pas compte, chaque voix pèse, et chaque décision prise aujourd'hui façonnera l'Afrique de demain. À vous, spectateurs, citoyens, dirigeants, rêveurs et bâtisseurs, l'histoire est en marche. Serez-vous de ceux qui la subissent ou de ceux qui la forgent ? Voilà, la page se tourne. Le Nigeria et le Mali ouvrent une brèche. À l'Afrique d'y entrer, sans peur, sans détour,